Bonjour à tous, merci d'être venus pour ce webinaire dédié au cloud VMware, donc sur la technologie VMware. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Sébastien Château, donc, qui est responsable infrastructure chez Leroy Logistique. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, Bonjour, bienvenue, merci de merci, faire merci partie de pour ce l'invitation. webinaire. C'est un plaisir. Et puis on a aussi Andy Lebrun, donc, qui s'occupe de la partie infrastructure aussi chez nous, chez Blue. Bonjour Andy. Bonjour à tous. Ok, merci Andy d'être présent. Donc le sujet du webinaire, c'est de parler du cloud privé dans nos châteaux forts, mais surtout d'en parler un peu plus dans les détails, avec notamment Sébastien qui nous précisera un petit peu comment il a mis en place l'infrastructure cloud chez nous. Et puis dans un premier temps, je vais quand même faire une petite aparté sur la sécurité, parce que c'est quand même aussi l'objet de ce webinaire. Dans un second temps, on aura Andy qui partira sur un peu l'infrastructure que l'on met en place pour nos clients, donc le cloud privé sécurisé dans nos châteaux forts. Donc le principe du château fort, on va vous l'expliquer juste après. Et puis on finira bien évidemment par le retour d'expérience, c'est ce qui est de plus important. Donc on démarre. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment sur le chat. Donc on vient de l'indiquer sur le chat et on répondra en fin de session. Vous pouvez les poser à Andy, à Sébastien et à moi, il n'y a aucun souci. On répondra du mieux possible. C'est parti. Donc c'est parti. Alors on affiche la première slide. Donc là, bon, je vais vous embêter un petit peu avec les chiffres autour de la sécurité. Vous les avez déjà vus, vous les avez entendus. C'est quand même un sujet majeur. On a eu de plus en plus d'attaques depuis le début de la pandémie. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport sur la cybermalveillance de 2020. Donc on a eu plus de 93% de cyberattaques depuis le début de la pandémie. Et surtout, le temps moyen écoulé entre une intrusion et sa détection est de l'ordre de 94 jours. C'est énorme. Aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, il est quand même assez important, c'est de limiter la surface d'exposition contre ces cybermenaces, identifier du mieux possible et d'éradiquer toutes ces vulnérabilités. Et enfin, surtout, puisqu'on a vu ce chiffre est très important, 94 jours, réduire au maximum le délai nécessaire à l'identification et au traitement des cybermalveillances. Donc ça, c'est un fait. Si on avance un peu plus, vous êtes tous au courant que la menace reine aujourd'hui, c'est le ransomware. Donc 75% des attaques par rançon logiciel ont ciblé les entreprises de moins de 1000 personnes. Le coût moyen d'une attaque, c'est à peu près 136 000 € par jour par ransomware. Et c'est surtout plus de 50% des entreprises qui payent les rançons. Donc forcément, c'est un cercle vicieux qui entretient ce système d'attaque. Donc, bien évidemment, face à la menace, l'anticipation, c'est la meilleure réponse. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie tous de faire, et j'imagine que vous le faites également dans vos entreprises, c'est de former les collaborateurs en continu. C'est ce que va nous expliquer également Sébastien. C'est bien évidemment de se doter de solutions intelligentes et savoir analyser toutes ces attaques, ces pratiques pour lutter contre cette exposition. Donc on n'est pas à l'abri, d'attaques, et c'est ce que je vais dire dans ce slide. L'enjeu, c'est pas de savoir quand le serveur va être attaqué, mais surtout combien de temps en fait on va avoir pour récupérer l'ensemble de son environnement. Quand on regarde la stat du second trimestre 2021, on a à peu près 23 jours d'interruption de service. Alors, on était à 15 jours il y a un an, et là, on est arrivé pratiquement à 23 jours, ce qui est encore augmenté. Et la perte financière peut s'élever à 913 000 €, ce qui signifie que vous avez la rançon, plus toute la partie gestion du matériel, les équipes mises à disposition pour résoudre les problèmes. On peut arriver très vite à des sommes incroyables. Une fois qu'on a dit ça, on a parlé sécurité. Nous, comment on y répond? Donc, on a pris le concept du château fort. Voilà. Le château fort, c'est notre data center, c'est plusieurs data centers avec différents socles de sécurité. Donc, on a un socle qui s'appelle le socle réseau privé qui est ici. On va pas rentrer dans le détail, mais on va surtout rentrer dans le détail de l'hébergement. Le socle sécurité que vous voyez à l'entrée du château fort avec des systèmes d'authentification forte de type MFA.
On va avoir tout ce qui est bastion à l'intérieur du château fort. Donc, on va filmer tout ce qui va se passer au moment de la connexion de l'administrateur sur ces serveurs pour vérifier qu'il n'y a pas d'attaque ou autre. On va avoir un socle hébergement dont on va parler juste après. Et on a des systèmes de SOC, SIEM et SOR qui vont permettre d'identifier à chaque fois qu'on va avoir des attaques et de répondre à l'incident si, bien évidemment, et malheureusement, il y a une attaque. Donc, tout ça pour dire qu'on a un système de château fort, donc plusieurs châteaux forts, donc plusieurs data centers avec différents socles de sécurité. Donc aujourd'hui, c'est aussi on va aussi parler du cloud privé. Donc d'abord, la première brique, c'est le cloud privé, et c'est ensuite comment on va sécuriser ce cloud privé. Donc on va rentrer déjà dans la brique cloud privé. Donc c'est important de signaler qu'aujourd'hui, on travaille avec le leader du marché du cloud, c'est VMware. On a un partenariat de plus de 6 ans, ça fait donc déjà quelques années qu'on travaille ensemble. On a aujourd'hui à peu près 20 experts certifiés et on a eu une accélération assez importante depuis quelques années puisqu'on a démarré avec 500 VM en production pour atteindre aujourd'hui presque 5000 VM en production. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être un acteur important sur VMware et donc de bénéficier d'un badge qu'on appelle VMware Cloud Verified, qui signifie qu'on est, c'est le plus haut badge de certification et de reconnaissance chez VMware. Ça représente à peu près une dizaine d'acteurs français et une trentaine dans le monde. Donc c'est assez important de le signaler. Une fois qu'on a dit ça, l'idée c'est de vous montrer un petit peu également comment fonctionne l'infrastructure. Et là, je vais laisser la main à Andy qui va nous expliquer un petit peu comment fonctionne cette infrastructure cloud, enfin ces châteaux forts, comment elles sont dupliquées et comment on peut aller chercher du cloud public chez d'autres providers. D'accord. Ok. Bon. Donc là, je vais reprendre la main du coup pour vous expliquer la partie technique assez haut niveau de l'infrastructure qui est en place pour héberger les données de nos différents clients. Alors du coup, pour rebondir sur le terme de château fort, donc nous aujourd'hui, on dispose d'un château fort sur la plaque Bretagne, on va dire, entre Rennes et Châteaubourg, où nous disposons de 2 data centers. Donc un data center à Châteaubourg, on a 2 salles assez étanches entre elles, donc qui discutent entre elles, mais au niveau data center, elles seront vraiment étanches. On a aussi un data center à Rennes, donc, où on dispose aussi d'emplacements pour injecter des données clients et des infrastructures. Donc ces 2 data centers-là sont séparés d'environ 15 km. Ouais, on va dire 15 km. Et ces data centers-là communiquent entre eux au niveau réseau d'une manière assez forte et sécurisée, dans le sens où on a des chemins optiques qui passent par des lieux physiques entièrement différents. Donc on est redondé à ce niveau-là, ce qui nous permet aussi d'avoir un socle réseau assez costaud pour pouvoir placer nos données d'hébergement dessus. Donc entre Châteaubourg et Rennes, on y place nos équipements hébergement pour pouvoir bénéficier de sécurité entre les deux data centers, on va dire, et d'avoir des régions physiques séparées. Donc sur ces 2 data centers-là, nous disposons de baies de stockage qui sont en réplication synchrone entre les 2 data centers, Rennes et Châteaubourg. Et en plus de ça, on dispose de serveurs VMware ESXi qui sont placés sur les 2 data centers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ESXi qui est placé à Châteaubourg, par exemple, va taper ces données sur les 2 baies de stockage qui sont en réplication synchrone. Ce qui fait que si on perd une baie de stockage sur un des 2 data centers, la production n'est pas du tout impactée, dans le sens où la gestion réplication synchrone et la gestion multipassing des différents ESXi fait son job, et la perte d'une baie est totalement transparente. Ce qu'on a aussi en plus des baies de stockage en réplication synchrone, c'est les clusters étendus VMware, donc les clusters ESXi étendus VMware, qui sont sur les 2 sites. Ce qui fait que là, on a un PCA entre 2 data centers qui est à la fois sur le compute, sur les serveurs, et sur le stockage. C'est très très sécurisant pour nous et nos clients, dans le sens où on n'est pas dépendant d'un seul site physique. Donc ensuite, une fois qu'on a parlé de la production en tant que telle, on a aussi la partie backup qui, elle, est faite dans un data center
aussi à Rennes, mais il peut aussi être fait à Châteaubourg, dans le sens où, vu que nos données de production sont répliquées sur 2 sites distants, les backups sont placés sur soit un troisième site ou soit sur un de ces 2 sites-là aussi. Parce que vu que les données de production sont répliquées sur les 2 sites, si un site est entièrement perdu, en fait, on ne perdra jamais la production et les backups en même temps. Ça, c'est typiquement impossible. Et donc pour parler après de la partie accès des données, aux données, donc, on dispose, souvent nos clients disposent d'un accès VPN MPLS géré par Blue. Et cet accès-là nous permet aussi d'accéder à des données sur les clouds publics, et particulièrement aujourd'hui Azure, qui permet l'accès sécurisé vers ces données-là aussi au travers du MPLS Blue. Donc on met un lien via notre MPLS, via notre partenaire avec Equinix, on donne la possibilité d'aller chercher de l'infra également chez Azure. C'est ça, tout à fait. Avec des express routes qui sont vraiment dédiés à cette partie-là. Très bien. Là, pour ce slide-là, ça va être... Ouais. Voilà. Alors, ouais. Je peux prendre si tu veux, Radin. Oui, vas-y, si tu veux. Du coup, en fait, la partie sécurité et hébergement sur toutes les données, il y a vraiment 2 indicateurs qui sont importants à prendre en compte, c'est le RPO et le RTO. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Mais c'est toujours bien de refaire un petit focus là-dessus. Donc le RPO, donc c'est le Recovery Point Objectif. Donc c'est le temps c'est la durée de perte de données qu'on accepte dans le cas où on subit un sinistre. Donc typiquement, si on fait des backups journaliers, on accepte de perdre maximum 24 heures de production de données. Et le RTO, c'est le temps qu'on va mettre à revenir à un état de production, soit dégradé, soit non dégradé. Donc c'est le temps qu'on va mettre à remonter l'infrastructure en cas de sinistre. Donc ces 2 indicateurs-là, en fait, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc nous, on les adresse comment? On les adresse déjà par nos data centers qui sont à 15 km d'intervalle et par surtout notre réplication synchrone entre nos baies de stockage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dépendant du matériel. Donc le matériel, il est là, sauf que on est redondé d'une sorte qui fait que les données ne seront pas perdues s'il y a un problème matériel sur une baie, ce qui peut arriver, ce qui arrive rarement, ou un problème data center. La perte de données sera est très minime. Et en plus de ça, pour avoir des RTO assez minimes, on met aussi en place, qu'on va voir après dans les slides d'après, la technologie de snapshot de baie. Ça, c'est ce qui va vraiment permettre de diminuer à la fois le RPO et le RTO. Parce que le but pour un client final, pour une entreprise, c'est de diminuer ces 2 facteurs. Donc, plus le RPO et plus le RTO sont bas, plus la crainte et le risque de sinistre est moins critique. Et puis surtout, la reprise d'activité se fait, on va dire, pas totalement instantanée, mais se fait très rapidement. Si on reste sur des backups classiques, c'est très bien, c'est le minimum que l'on puisse faire. Mais si l'intérêt des snapshots, c'est de pouvoir reprendre l'activité assez rapidement. C'est ce qu'on va voir juste après. C'est ça. Donc, en gros, je pense que l'avènement du ransomware ces dernières années fait qu'on pousse les entreprises et pousse aussi les hébergeurs à proposer d'autres solutions de sécurité par rapport au backup qu'on fait tous les jours ou peut-être 2 fois par jour pour certains clients. Mais il nous faut d'autres choses qui nous permettent d'être plus réactifs sur la reprise d'activité, la restauration des données, etc. Donc nous, sur nos baies de stockage, on n'a pas dit, mais on est que sur des technologies full flash, donc qui nous permettent de faire des snapshots de baies. Donc la technologie de tous nos fournisseurs nous permettent de faire des snapshots. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on a 2 offres, nous, aujourd'hui. On propose à nos clients de faire du snapshot gold ou du silver. Donc le silver, typiquement, c'est faire un snapshot par heure qu'on garde pendant 6 heures, plus un snapshot par jour qu'on garde pendant 3 jours. Et un snapshot, c'est instantané. Hein. C'est une photo, c'est comme si on faisait un snapshot sur VMware ou autre. Donc c'est vraiment une photo qui est prise d'un volume de données d'un client à un instant T, donc toutes les heures et tous les jours. Et on propose aussi le snapshot Gold qui nous permet de faire toujours un snapshot par heure pendant 6 heures de rétention, plus un snapshot toutes les 6 heures qu'on garde pendant 5 jours. Ça, c'est les 2 types d'offres qu'on propose à nos clients aujourd'hui. Et ça, ce qui nous permet après
demain, enfin, si le client qui a souscrit une de ces options a besoin de restaurer un, un fichier ou enfin, en cas d'un ransomware, toute son infrastructure, la restauration au travers d'un snapshot est très rapide. Enfin, nous, Blue, on s'engage à remettre les données du client en moins de 2 heures. Donc, enfin, je ne sais plus si Reda, tu vas peut-être pouvoir me dire plus de cette partie-là, mais je crois que c'est 1 heure ou 2 heures qu'on s'engage, il me semble. Ouais, alors c'est 2 heures. C'est 2 heures. 2 heures. Voilà. Et donc, ouais, donc la restauration à partir d'une image, qu'elle soit celle de l'heure d'avant ou des 6 heures d'avant ou de la veille, ça n'a pas d'impact sur le temps de restauration. C'est toujours, on restaure à partir d'un snapshot et ça, on s'engage à le faire en moins d'1 heure. Donc, c'est très avantageux. Ça rapporte une souplesse. Le RTO, il est forcément diminué parce qu'on fait en 1 heure. Le RPO, c'est pareil. On pourrait ne perdre qu'1 heure de données dans le grand maximum des cas. Donc, c'est très intéressant et c'est bah, en termes de sérénité après derrière pour une entreprise, c'est quand même assez avantageux. C'est ce qu'on peut voir juste après. On a fait un cas d'école. Aujourd'hui, on prend une entreprise qui fait à peu près 35 millions de chiffre d'affaires, soit 153 000 euros par jour, en gros. Si on part du RPO, donc le dernier point de sauvegarde, donc avec les sauvegardes que vous avez fait auparavant, pour une sauvegarde, vous allez mettre 24 heures pour récupérer la donnée, donc ça va vous coûter 153 000 euros de perte, alors que si vous faites un snapshot, vous avez une heure pour reprendre l'activité, et du coup vous perdez que 15 000 euros. Même chose pour le RTO, si on prend le temps de rétablissement sur une sauvegarde de 20 Tera, on va mettre à peu près 3 jours avant de récupérer son activité, donc c'est quand même 3 jours d'activité en moins, et donc ça représente 459 000 euros. Et là, avec un snapshot au bout d'1 heure, on retrouve son activité et on a perdu 15 000 euros. Une option de snapshot à peu près chez nous coûterait 1 400 euros par mois dans ces eaux-là. Donc on a vite fait le calcul à savoir quelles sont les solutions qu'on veut mettre en place pour garantir une reprise d'activité rapide et éviter de perdre des fois, parfois même 15 jours d'activité. On a eu des cas de clients qui ont perdu 15 jours d'activité parce qu'ils n'avaient pas souscrit à cette option de snapshot. Et donc, on peut sauver quand même son activité grâce à tout simplement en intégrant cette option de snapshot qui est très facile à mettre en place. Et on va le voir justement par la suite avec Sébastien qui va nous décrire tout ça. Voilà, Sébastien, c'est à toi. Donc, merci de nous rejoindre pour ce Bonjour, webinaire. bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter Alors, Leroy bien Logistique? sûr, alors moi je m'appelle Sébastien Château, je travaille à la DSI depuis maintenant 17 ans, je crois, chez Leroy Logistique avec une DSI qui s'appelle Isabelle Marie. Donc on est une société on est organisateur de transport et prestataire logistique, on fait avant tout du transport qui est lié aux activités logistiques qu'on pourrait avoir dans nos entrepôts. On a différents entrepôts répartis sur l'ensemble du territoire national. Leroy Logistique aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 600 collaborateurs en fait répartis dans les différents points stratégiques sur le territoire géographique. On a 26 agences en France, dont 30 sites logistiques. Donc, on est vraiment dans la supply chain et donc on a un besoin de tolérance à la panne qui doit être assez important. Et ce qui nous importe, c'est avant tout la sécurité de nos données également, car on a vraiment une activité 24/24, 6 jours sur 7. On doit avoir un petit battement entre le samedi soir et le dimanche après-midi pour pouvoir faire des actions de maintenance. Mais sinon, notre infrastructure doit être quasiment, on doit être à 99,98% de disponibilité. Concrètement, Sébastien, au niveau de l'organisation de ces transports, donc on parle de palettes, On c'est parle ça? de palettes, effectivement, on a des entrepôts dans toute la France dans lesquels en fait, on a des camions qui rentrent, on a des clients qui nous confient leurs marchandises, on stocke leurs marchandises et on réexpédie leurs marchandises en France et en Europe pour certains. Ce qui D'accord. représente à peu près pour vous, en termes de superficie, on est à peu près à 300 000 mètres carrés de plateforme logistique aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Ok. Et tu sais à peu près combien tu as de palettes, on va dire, par jour ou Oh là par semaine? là, non, je ne Oui, serais, alors moi, non, c'est une je bonne serais question. incapable de dire, c'est des dizaines de milliers tu vois, des dizaines de milliers de palettes, je pense qu'ils transitent à peu près tous les jours, à mon avis, entre les camions et le stockage, oui, non, c'est énorme.
Donc, Je ne pourrais pas vous dire cette partie-là. Donc, toute la logistique est gérée dans un système de cloud, c'est ce qu'on va voir juste après. Exactement. Toute la logistique est gérée dans un système de cloud. On a plusieurs outils. En fait, historiquement, nous avions, si on refait la genèse du projet, comment on est arrivé chez Blue maintenant, parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble avec Andy, notamment, qu'on se connaît depuis un petit moment. Donc, on est arrivé chez Blue lors de la création de notre nouveau siège social. Il s'est posé la question de créer une nouvelle salle informatique. On avait à l'époque 2 salles informatiques distantes, nous aussi, de 15 km, répliquées en mode asynchrone pour le coup, mais qui étaient difficiles à maintenir. On avait en plus les problèmes de climatisation en plein été, qui lâchaient, enfin, plein de choses qui étaient un petit peu compliquées à gérer au quotidien. Donc, il s'est posé la question de reconstruire une salle informatique. On a fait le choix, la direction, Isabelle Marie, la DSI, ont fait le choix d'externaliser à l'époque l'ensemble de notre infrastructure, mais chez Blue, mais juste dans une baie. Donc, on louait une baie, en fait, on louait un rack dans lequel on a externalisé l'ensemble de notre matériel, car notre matériel était encore sous garantie. Donc, on a tenu comme ça quelques années, on a renouvelé un petit peu de matériel, mais là aujourd'hui, notre matériel arrivant en fin de garantie, il s'est posé la question en fin d'année de l'année dernière, en fin d'année 2020, de savoir si on renouvelait notre parc serveur, notre parc infra, notre parc de stockage, ou si on faisait le cap, on prenait le cap en fait de partir vers de l'externalisation complète. Donc, suite à des différents échanges avec notre direction, il a été acté d'opter pour l'externalisation. Alors après, on a consulté plusieurs acteurs. On est resté chez Blue, mais on a quand même consulté plusieurs acteurs avec qui on aurait pu être amené à travailler. Tous avaient tout le monde avait en fait de bons arguments pour capter le marché. L'avantage de Blue, leur premier avantage, c'est qu'ils avaient déjà nos données chez eux, quand même, ça c'était un gros point. Et puis moi, je me retrouve tout à fait dans le discours d'Andy en termes de sécurité, en termes d'approche par rapport aux solutions technologiques, notamment par rapport au snapshot. Donc, on a opté pour l'externalisation, mais pas dans le mode cloud privé. On est dans un cloud privé, mais un peu hybride, car on voulait conserver nos ressources de calcul. Donc, de la baie qui était hébergée chez Bretagne Télécom, l'autre chez Blue, où nous avions 6 serveurs et à peu près 70 Tera de stockage répartis sur 3 baies. On est reparti sur 6 serveurs répartis sur les 2 data centers de Blue. Et Blue nous a mis à disposition 30 Tera de stockage. Par contre, ces 6 serveurs sont 6 serveurs dédiés. Si je ne m'abuse, Andy, normalement, c'est bien dédié à Leroy. Ça, oui, tout à fait. Et, car on voulait effectivement conserver nos ressources de calcul, 100% de nos ressources de calcul. Et donc, on est sur une baie qui est mutualisée pour le coup. Donc, on a une LUN qui nous est allouée et qui est donc répartie qui est donc répliquée en synchrone entre les 2 data centers. Et jusqu'ici, on est très content en termes de performance. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ce que nous pouvions avoir au préalable. Et ça nous a aussi rassuré et facilité l'administration, car c'était devenu un petit peu complexe à maintenir, les 3 baies de stockage, les 6 serveurs, on avait des gammes de serveurs différentes. Au quotidien, c'était pas viable, on ne pouvait plus continuer dans ce sens-là. Donc, Blue nous a vraiment permis de rationaliser en fait notre infrastructure. Donc, si on parle de détails de l'infrastructure, donc aujourd'hui, tu as à peu près plus de 100 VM qui hébergent des applications métiers. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces applications ? On a 3 applications métiers principales. Une application métier dédiée au transport, en fait, qui repose sur une base de données. Et on a une autre application, on a 2 autres applications métiers en fait dédiées à la logistique, une ancienne version et une nouvelle version qu'on vient d'acquérir. On est en train de migrer vers cette nouvelle version petit à petit. C'est le gros projet 2021-2022 pour Leroy Logistique. Et après, on a plein d'applications métiers qui tournent autour du transport et de la logistique. Bien sûr, on retrouve toutes les applications des services supports. Donc, ça va de la compta, bien évidemment, aux ressources humaines, en passant par les services de rémunération, de paye et autres. D'accord. Et bien sûr, tout ce qui est filer également. On a aussi tous nos filers qui sont centralisés chez Blue. OK.
Donc aujourd'hui, tu es sur des machines à peu près 80% Windows. Mm. Et tu fais tourner donc, du Postgre, tout ce que tu me disais Oui, là. en fait, en termes de base de données, on est vraiment multi-client. On fait du SQL Server, on a du Postgre, on a du MySQL, du MariaDB, et on a en plus une base de données un petit peu plus exotique qu'on appelle Progress, qui tourne très bien, et donc qui tourne aussi sans problème sur l'infrastructure que vous nous avez mis à disposition. Donc aujourd'hui, avant de parler de sécurité, on a déjà ce que tu as pu faire, c'est toute la partie migration et Mhm. déploiement des VM sur le nouveau portail, puisque au départ, tu étais sur du vSphere, aujourd'hui, tu es sur du VCD, C'est vCloud ça, Director, c'est ça? exactement, c'est ça. Ça, c'était un petit peu la. Voilà. Le Disons que quand changement, on c'est a toujours compliqué, hein. le changement est compliqué quand Ouais. on a l'habitude d'avoir son propre matériel. C'est effectivement ses environnements, ses ESX, la main sur ses ESX, la main sur son vSphere. Bon, là, effectivement, on avait on avait effectivement acté que la couche de service allait changer par rapport à notre travail. Donc maintenant, disons qu'on a accès en fait à un VCD. Donc la migration s'est faite en plusieurs étapes. On a d'abord construit avec Blue en fait, enfin, c'est Blue surtout qui a créé le lien réseau en fait, l'interconnexion entre mon infrastructure existante que j'avais au préalable plus et l'infrastructure qu'il nous mettait à disposition. Donc ça s'est très bien passé. Ensuite, Blue a mis en place une machine virtuelle, enfin un DRAS qui nous a permis en fait de migrer au fil de l'eau nos machines virtuelles dans le nouvel environnement technique. Et ça s'est fait vraiment en quelques mois sans problème. On lançait une première copie qui nous permettait d'avoir l'enveloppe de la VM sur le nouvel environnement. Et le jour où on décidait de basculer, le delta était renvoyé de l'autre côté sur la nouvelle infrastructure. Et ensuite, il y avait un petit arrêt marche. Il fallait compter entre 5 et 10 minutes entre le moment où la machine coupait, le delta était envoyé, la machine redémarrait. Après, il fallait juste bien gérer le côté réseau, mais Blue a vraiment bien travaillé là-dessus. On n'a pas eu de gros couacs, en tout cas par rapport à l'ensemble de la continuité de nos VLAN. Donc là, ça c'est important parce que la migration, c'est quand même c'est ce qui fait peur au DSI, aux responsables Ouais, infra. c'était Donc là, ça s'est fait en toute transparence. C'est-à-dire que toute là, tu transparence, n'as pas effectivement. senti de coupure pratiquement quand tu as Non, déployé non, tes non, pas du différentes tout. VM. Ça s'est très bien passé. Même la première étape qui était donc la partie firewall, où on est passé d'un firewall à l'époque, on avait un VDOM hébergé chez vous, et on est passé sur un achat avec un firewall physique, enfin deux firewalls physiques pour le coup. Bon, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. On n'a pas eu de perte de production ou d'arrêt de production de plus de, si ce n'est un quart d'heure, quoi. Et encore, on les faisait en HNO pour éviter la perte de prod. Ok, très Moi, si bien. vous voulez, je peux peut-être dire un ou deux mots sur la Vas-y. partie migration. Donc ouais, effectivement, il me semble qu'on a mis en place la solution VCAV, je suis C'est même ça. sûr d'ailleurs. Ouais, c'est VCAV, ça. donc c'est VMware, enfin, Code Availability, qui permet de faire des migrations comme ça, en fait, de VCR avec le directeur. Pour ceux qui s'intéressent, ça peut être intéressant. Ça, nous, quand on est dans ce cas-là, on gère cette partie-là pour le client. Après, des fois, le client, il peut être autonome sur la partie installation du client VCAV sur son infrastructure. Pour toute la partie cloud, bah, dans tous les cas, ça, c'est nous qui la gérons. Après, on le fait pour les clients ou pas, enfin, ça dépend les choix des clients. Mhm. Et après, donc toute la partie automatisation VCAV avec VCO Director, c'est très, très bien intégré et ça marche quand même assez bien. Et du coup, ouais, juste pour les. Je ne sais pas s'il y a des initiés là, de VCO Director dans la réunion, mais enfin, on n'est plus sur du VCD, maintenant on est sur du Cloud Director. Alors, au niveau. En fait, les nouvelles versions de VCD, maintenant, c'est plus vCloud Director, c'est Cloud Director à partir de la version 10. Et nous, on est en version 10 quelque chose. Donc, non, c'est Cloud Director. C'est ce qui fait que ça marche très bien aussi avec VCAV. Oui, c'est ça. Et puis en plus, on est sur une version simple, hein, Sébastien. On n'est plus sur des versions assez complexes. C'est une interface assez simple à Oui, gérer, oui, c'est facile. assez simple, ouais, tout à fait. Créer tes VM, créer tes règles, etc. Ouais. Ça prend pas. Non, c'est assez simple. C'est vraiment. Alors, on n'est plus dans le cadre de l'admin Oui. qui met en place son infrastructure virtuelle où on doit effectivement faire attention aux liens, à la redondance et autres. Là, maintenant, tout est pris en charge par Blue et ça, clairement, ça rassure.
Mais par contre, tu as la main sur la création TVM, tes J'ai la règles, main, complètement la etc. main. J'ai un pool de ressources. En fait, après, je me débrouille avec mon pool de ressources. C'est Et si ça. besoin, mes ressources sont même surdimensionnées, elles sont limitées pour le moment. Et si j'ai besoin, je demande effectivement une augmentation de ressources qui me sont. Enfin, après, c'est un ticket en fait chez Blue en fait directement. Ou via ton responsable opérationnel Via de mon compte, responsable de compte, voilà, ouais, ou mon ROC. qui va gérer. Voilà, ton rock. Mm. Pour pas le citer, Romain Briand, c'est ça. Voilà, exactement. Alors très bien, maintenant qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a déployé ça, qu'on a migré toutes ces VM, il faut quand même qu'on pense un petit peu à toute cette sécurité autour des, Tout à fait. voilà. Donc bon, si on Alors, regarde un petit peu le schéma qu'on t'a mis à disposition, tu peux peut-être le je décrire, peux le ouais. commenter. Alors, Ouais. donc, effectivement, on était déjà sur le même environnement avant, hein. Nous, quand on était en propre, en on-premise, enfin, j'allais dire on-premise, avec notre propre matériel, on avait déjà dans la même baie, pour le coup, dans la même salle et dans la même baie, 6 ESX avec donc mes 3 baies de stockage de technologies différentes, avec 3 réseaux de stockage différents. Donc à maintenir, c'était un petit peu compliqué tous les jours. Et donc on avait nos 3 ESX, on avait 2 clusters de 3 ESX. Et par contre, il y avait déjà une technologie que moi, je mettais en avant et sur laquelle, parce que en termes de sécurité, il faut effectivement faire du backup, de la redondance, on a toujours plein de solutions. Mais moi, effectivement, la solution des snapshots m'a toujours plu. Donc, je l'avais déjà mise en place à l'époque sur mon infrastructure virtuelle avec mes solutions de stockage. Et donc, c'est quelque chose vers lequel je voulais aller. Et effectivement, de tous les prestataires qu'on a pu consulter, il n'y a que Blue qui m'a proposé cette solution-là. Et c'était quelque chose que j'avais mis dans mon cahier des charges au départ. Je voulais conserver cette solution de Snapshot qui, pour moi, et je rejoins totalement le Andy à ce niveau-là, c'est une des solutions les plus pérennes et les plus rapides, en tout cas, pour remédier à une solution, enfin, à une attaque en règle. Euh, je ne dis pas que ça réglera tous les problèmes parce qu'après, il faut quand même remonter l'infrastructure, remonter les données et aller chercher d'où vient l'origine en fait de l'attaque. Mhm. Mais ça nous permet une certaine souplesse par rapport à ce que pourrait le proposer Vim, même si Vim fait de très bonnes choses. Et en plus, le snapshot n'empêche pas la sauvegarde. Oui, Donc c'est ça. effectivement, Mhm. Blue nous a vraiment écouté à ce niveau-là et a su nous faire un package. Je ne dirais pas que c'est sur mesure parce que je pense que c'est l'offre que maintenant vous proposez à l'ensemble de vos clients. Mhm. Mais en tout cas, vous nous avez vraiment rassuré par rapport à la technicité, à la connaissance que vous aviez par rapport à vos matériels. D'accord. Donc si maintenant qu'on a parlé un peu de ça, faut parler un peu de comment tu as sécurisé toute ton infrastructure. Donc Mm. on parle de supervision de l'infra déjà. Alors nous, oui, effectivement, donc la supervision de l'infra, les services, la couche de service, en fait, a un petit peu changé parce qu'avant, on avait vraiment la main sur tout. On supervisait nos ESX, notre stockage. C'était du temps tous les jours à vérifier. Du temps, des fois, je faisais quand même, je dirais pas régulièrement le voyage chez Blue, mais il y avait régulièrement des disques à changer au niveau du stockage. Il y avait, voilà, c'était des choses qui pouvaient me prendre du temps. J'ai quand même gagné en sérénité par rapport à ça, car effectivement, maintenant, Blue a en charge donc, le début de l'infrastructure purement technique. Donc, on est vraiment dans le support matériel, dans la virtualisation jusqu'à la gestion des sauvegardes. Donc, toute cette couche de service est gérée par Blue. Donc, il supervise notre infrastructure au quotidien, donc 6 jours sur 7, 24 sur 24. On a un numéro d'astreinte s'il y a quoi que ce soit comme problème, même si on a également une astreinte en interne. Et nous, notre supervision, en fait, commence à partir des couches Windows, à partir de mon cœur de réseau. Et moi, je supervise toute cette couche-là. Je m'occupe donc de la supervision réseau, de la supervision de nos mises à jour, de la gestion de nos mises à jour Windows et autres outils métiers, et jusqu'à la gestion de parc qui est gérée par notre équipe support. Euh, par contre, qu'est-ce que je voulais dire une autre chose. Oui, effectivement, au niveau de la supervision, vous proposez en plus des solutions qui sont assez intéressantes, comme l'ouverture de sessions automatiques. C'est vrai que vous avez des choses qui peuvent aller assez loin. Et pour le fait, comme nous, effectivement, on a une activité 24-24. Et c'est vrai qu'on a tous les jours, on peut être, enfin, on a une personne d'astreinte quasiment pas toutes les semaines qui peut être appelée 1 à 2 fois par semaine très régulièrement. Et on a tout un plan de check aussi tous les dimanches pour vérifier que le dimanche à 20 h, quand les gens arrivent, tout reparte. Très bien. Au niveau de ton réseau, Au niveau de mon réseau, alors on a un réseau pour le coup qui est du MPLS, mais bon, pas chez Blue, hein, donc vous n'avez pas tout. On est encore chez Orange.
on a un réseau global, donc on a donc 26 agences en fait en MPLS et on doit avoir 8 sites, je crois, qui sont en IPsec. Par contre, connectés directement chez Blue. Après, tout notre cœur de réseau, nous, chez nous, est redondé. Tous nos cœurs de réseau, même dans nos agences, sont redondés. Mais même si on focalise en fait l'étude sur le data center, tout est redondé à ce niveau-là. On a de la double tente pour tous les comptes privilégiés, à la fois sur le Forti et à la fois sur les comptes la gestion d'Office 365 aujourd'hui. On ne l'a pas mis en globalité sur l'ensemble des utilisateurs car on trouve ça un petit peu trop contraignant malgré tout. Que ce soit par mail. On verra peut-être qu'à terme, ça viendra. C'est quand même des choses qui, maintenant, je pense, vont devenir soit le MFA par clé USB ou par code, on verra. Mais c'est quelque chose auquel on est en train de penser pour l'implémenter à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Et après, on a toute une couche en fait de sécurité concernant donc bien évidemment les spams, les tentatives de phishing, les tentatives effectivement de hameçonnage qui pourraient rentrer. Donc on passe par différentes solutions du FortiMail. Ensuite, on a aussi quand même la couche Office 365 avec une supervision régulière de toutes les tentatives d'attaque qui pourraient effectivement être remontées par Office 365. D'accord. Et maintenant, si on parle de sauvegarde, donc tu as du backup Alors, Vim classique, hein, ouais, avec une c'est ça. rétention de 30 jours, hein, c'est ça. C'est ça, Et exactement. Et donc, Ça, oui, effectivement, on a. Dis-moi. je vais juste rebondir sur le backup et surtout sur la supervision aussi du dessus. Là, on Mm. dit, en gros, là, c'est peut-être, en gros, pour Blue, en fait, Blue, les infrastructures que Blue met en place, on les supervise 7 jours sur 7. Hein. Enfin, en gros, je vais prendre l'exemple tout basique, un ESXi qui tombe un dimanche, ça va être pris en compte. Enfin, tout Ouais. est pris en compte par Blue, niveau, tout ce qui est couche basse, tout ce que maintenant, le Roi ne gère plus, par exemple, tout ça, c'est pris en compte, mais 7 jours sur 7. Il y a pas de dimanche Oui, où c'est pas pris en heureusement, ouais. compte. C'est vrai Ouais. on pourrait le corriger sur la présentation. C'est, et ouais, après, pour les backups aussi, sur les backups, donc là, c'est 30 jours. Donc nous, il n'y a pas, enfin, Blue s'adapte aux clients. Par défaut, on propose 14 jours de rétention, donc 2 semaines sur 10. Et après, les clients, enfin, comme le roi ou d'autres aussi clients, ils veulent aussi 30 jours, plus après une mensuelle ou une hebdomadaire, qu'on garde pendant X mois, machin. Mm. Donc ça, on le fait aussi, ça. donc ça, la sauvegarde au niveau de la console Vim est gérée depuis Blue ou c'est Sébastien qui fait ça? C'est toi qui fais ces sauvegardes? Alors, je vais commencer, puis après, je pense que Sébastien va pouvoir aussi en parler. Mais du coup, toute la partie backup, donc c'est Blue qui est garant du bon fonctionnement des backups, des VM. Mhm. Donc, nous, typiquement, avec le directeur, on sauvegarde toute l'organisation du client. Et après, donc, c'est nous qui savons si ou non il y a un problème. Et après, par contre, les clients, donc, comme Sébastien, ils sont autonomes pour restaurer leurs données s'ils ont besoin. Sur une console Vim, je pense que Sébastien, tu as déjà dû l'utiliser, je suppose, la console. Oui, c'est ça, ouais, Ouais. exactement. Donc, on a une console Vim. Donc, moi, j'étais aussi déjà habitué à Vim avant, mais donc là, on a une console Vim sur laquelle on voit l'ensemble de nos machines qui sont sauvegardées. On peut aller chercher effectivement un point de restauration très bien particulier. Euh, on voit donc toutes les sauvegardes Vim et en plus, on voit aussi toute la partie snapshot de Bay aussi, hein, on dit maintenant. C'est ça, ouais. Après, Donc, ça, ouais, c'est très on les pratique. voit. Ouais, ouais. Et donc, oui, effectivement, nous, par contre, vous êtes garant de la supervision des backups. Et nous aussi, on a un plan de charge après chez nous en interne sur lequel qu'on doit respecter pour tester régulièrement. Je le fais en fait tous les 6 mois. Je l'établis tous les 6 mois. J'ai un plan de charge pour restaurer des VM ou des données particulières pour vérifier l'intégrité en fait de nos sauvegardes. Voilà. Et si une attaque devait arriver, bien évidemment, on ajoute une couche supplémentaire qui est le snapshot Gold ou C'est ça. Silver. Pour résumer, un snapshot Silver ou un snapshot Gold, donc 3 jours, une rétention toutes les 6 heures, et puis un snapshot par jour avec une rétention de 3 jours. Donc ça fait à peu près 9 points de sauvegarde, et pour 5 jours, on arrive à 26 points de sauvegarde. Donc toi, si je comprends bien, Sébastien, pour ton infrastructure, tu as opté pour les deux options. Exactement, on a opté pour les deux options. En fait, on a deux volumes, en fait, un volume silver, un volume gold. Et donc, le silver, en fait, en fonction de la criticité de nos données, a été affecté à des machines moins critiques. Et le gold, en fait, à toutes nos machines critiques auxquelles on a dû effectivement assurer une disponibilité permanente et sur lequel on sait qu'on a de la donnée très sensible. D'accord.
Et donc aujourd'hui, tu peux remonter aussi les snapshots depuis tes backups, hein. C'est ça ce que tu disais. C'est ça. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé. C'est pas une option je ne l'ai pas encore testé. Donc, mais normalement, ça doit être le cas, Andy, hein. Mais alors là, c'est là où je sais qu'en version 10, c'était pas possible. Alors je sais qu'on les voyait déjà en version 10, de Vim, hein, je parle les snapshots dans l'interface du manager. Par contre, en version, je sais qu'on les voit, mais je ne sais pas si c'est possible pour le client qui les voit de faire une restauration. On peut tester, enfin, ça peut être ça, on voulait le tester, c'est dans notre pipe de le tester ça. Après, mais logiquement, ça doit être possible. Enfin, ça doit être, si on les voit, enfin, et c'était une évolution de la version 10 à la version 11, normalement, quand on parlait Ouais. avec le film. Donc, Très bien. ça doit être le cas. Parfait. Et donc là, Sébastien, donc tu peux dormir sur tes deux oreilles, pas besoin d'intervention. Donc si demain tu te fais attaquer, hop, tu actives les snapshots et tout repart. Exactement. Si on peut résumer Vraiment, comme ça. c'est quelque chose. De toute façon, c'était quelque chose qu'on cherchait quand on a voulu externaliser, c'était la sécurité avant tout. Donc effectivement, maintenant, je me sens beaucoup plus serein par rapport à tout ça. Très bien. Et Écoute, après, parfait. les Oui, clients qui dis-moi, se Andy. font attaquer, enfin, nous, on a eu quelques clients qui se sont fait attaquer aussi ces derniers mois. Après, Blue est toujours là aussi. Enfin, on sera toujours très réactif pour un client qui se fait attaquer à ce Oui, oui, niveau-là. j'en doute pas. Là, il y a pas C'est de. aussi pour ça qu'on cherchait un prestataire local et avec qui on pouvait, enfin, comme on travaille quand même depuis quelques années ensemble, on savait que ça allait être. Moi, j'avais pas de doute par rapport au choix. J'avais pas de doute par rapport au choix et ni par rapport aux solutions techniques que vous aviez mis en place de toute façon. Mais effectivement, c'est quand même, nous, on a fait une étude de risque et malheureusement, c'est quand même le crypto qui arrive en tête, hein, de tous les risques, hein. Mhm. Malgré qu'on pourrait avoir des incendies, des vols de données, des coupures électriques et autres, c'est le crypto-locker aujourd'hui, le ransomware, le crypto-locker, le vol de données qui reste la faille en fait du système d'information. Et tout ça, en fait, est géré donc, grâce à Blue par rapport aux solutions techniques que vous mettez en place. Mais ça n'empêche pas effectivement la formation de nos utilisateurs, rapporter, parler et donner la bonne parole, et évangéliser la bonne parole en fait, de la sécurité, faire attention aux mails, essentiellement les mails, Ça. parce que le point sensible reste l'utilisateur malgré tout. Bah, de toute façon, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, quand tu as dit, ça n'empêche, ouais, comme là, tu dis, ça n'empêche rien vis-à-vis des users, les formes, etc. Et par contre, en Voilà. plus, le jour où le crypto est là, ça veut dire que enfin, potentiellement le vol de données a déjà été fait, même si on restaure vite. Donc, en Mm. fait, en amont, il y a quand même pas mal d'actions à faire. Enfin, il faut toujours se prémunir de ça. On pourra restaurer vite. Par contre, si on restaure à l'heure d'avant, forcément, enfin, toute la chaîne de crypto sera déjà dans la machine, mais ce ne sera pas encore crypté. Il Exactement. faudra vraiment faire le ménage et vraiment bien sécuriser son infra après. Et puis, surtout, avant de remettre en route, avant de redémarrer les VM sur le réseau, il faut vraiment bien faire le ménage Mm. et passer un bon antivirus dessus ou des choses comme ça. La Parce que remédiation avant, ouais, la ça, remédiation avant tout. Alors ça, c'est un point important. Donc, une fois qu'on a mis toutes ces technologies, ces techniques, ces best practices, hein, parce que finalement, on est quand même sur des best practices, hein, autour de la sauvegarde, autour de la récupération de données. Il y a aussi quelque chose qui est très important, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est la formation, l'accompagnement des collaborateurs. Et j'imagine que toi, tu as mis des choses en place, Sébastien, Alors, pour évangéliser un petit peu toutes tes équipes et tout à fait. tout. Donc, tous les nouveaux collaborateurs entrant chez Leroy Logistique font un parcours d'intégration. Et dans ce cadre de ce parcours, ils rencontrent donc Madame Marie, la DSI du groupe, qui leur présente les systèmes d'information. Et ils me rencontrent également pour la partie sécurité, dans lequel, effectivement, je viens rappeler comment on utilise un ordinateur, comment on utilise les outils basiques, notamment la messagerie, Mhm. quelles sont les règles à respecter dans le cadre de la politique de sécurité du système d'information, la PSSI, qui est en place chez nous. Et en plus, on a aussi notre réseau social d'entreprise sur lequel on poste régulièrement. Je poste régulièrement des petits posts en fait qui rappellent en fait les règles, qui donnent un petit peu l'état de l'art et ou des attaques qui auraient pu avoir lieu. On sait qu'on a pas mal de nous-mêmes, on a eu beaucoup de clients qui se sont fait attaquer, des gros clients, et donc effectivement, on rappelle un petit peu que la sécurité est avant tout une affaire de tous, quoi, l'affaire de chacun. Tout à fait. Donc, c'est important de le rappeler pratiquement. Enfin, tu dois faire des rappels pratiquement tous les mois, hein. C'est-à-dire que tu Je as fais une ça, je fais à peu formation, des près, je rappels. fais effectivement, je fais un petit post mensuel sur notre réseau d'entreprise. Et à terme, là, je pense que 2022, notre direction souhaite effectivement axer sur la sécurité. Et donc, on va aller carrément dans nos agences, rappeler un petit peu les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, car effectivement, en fait, il faut rabâcher. Et tu as pu faire des tests, voir un petit peu le changement. Est-ce que tu as constaté quelque chose de la façon de Alors, voir les oui, parce choses, que nous, les mails effectivement, reçus, maintenant, etc. exactement, en fait, on voit que ça porte ses fruits parce que maintenant, les gens, en fait, se posent vraiment une question.
Ils se disent, tiens, j'ai reçu, enfin, on parle souvent des fameux mails avec les pièces jointes en PDF, avec les invoices, surtout que nous, on travaille beaucoup avec des pays étrangers. Oui. Donc, on a beaucoup de pièces jointes qui pourraient être des faux positifs. Donc maintenant, la plupart des gens, la plupart des collaborateurs, en fait, nous envoient un mail via notre outil de ticketing. Là, on lance une analyse et on leur dit oui, c'est bon, oui, c'est pas bon. Et dans ce cas-là, mais maintenant, effectivement, la démarche a été vraiment entreprise et les collaborateurs font vraiment attention à ça. Et ça, c'est important, tout ce qui est envoi de mail, vérification. Est-ce que vous êtes assez réactif ensuite derrière pour Alors, analyser ou... pour ce genre de choses, effectivement, c'est le genre de ticket qui passe en urgence, D'accord. en urgence haute. Et donc, on va prioriser, on va peut-être mettre, ça peut prendre, en plus, l'analyse n'est pas très rapide, hein, elle n'est pas très longue, je veux dire. Donc, on voit très bien, il y a une sorte de logique, enfin, on reconnaît un petit peu les pièces jointes qui pourraient être vérolées. On en bloque déjà beaucoup, malgré tout, il y en a qui passent dans le filet. Office 365 nous aide pas mal également dans la remédiation des pièces jointes comme ça, un petit peu corrompues. Mais effectivement, nos collaborateurs, eux, maintenant, font attention et nous, après, on exécute rapidement une analyse. Tout à fait. Parfait. Bah, merci en tout cas, Sébastien, pour ce retour d'expérience très intéressant.